Je vous présente aujourd'hui Louis Fortin, qui travaille chez Steam. Steam est une boîte de conseil spécialisée en innovation de rupture au service de la transition environnementale. Pour le petit rappel, une innovation de rupture, c'est une innovation qui consiste à changer radicalement les pratiques habituelles. C'est un changement proposant des solutions qui paraissaient autrefois hors de portée ou inimaginables. La raison d'être de Steam est de créer avec les leaders d'aujourd'hui les industries soutenables et désirables de demain. Steam est une structure de 20 collaborateurs pour le moment et vous allez découvrir une discussion qui m'a vraiment passionnée. En effet, Louis nous donne les ingrédients d'une véritable entreprise apprenante, grandissante. Pour eux, être pleinement soi-même, c'est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise et ça s'apprend. J'ai tellement aimé cette discussion à la frontière entre le développement personnel et le fonctionnement d'une entreprise que je suis très fière de vous présenter cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humain que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour Louis. Bonjour. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment vous travaillez chez Steam ? Comment on fait entreprise ? Alors, vaste question que celle-ci. On est organisé selon plusieurs niveaux. D'une part, ce qui prime surtout, et j'y reviendrai, je pense, pas mal durant notre discussion, c'est que toute l'organisation, la gouvernance, elle est au service de la mission de l'entreprise. Pour moi, c'est des outils. Et donc, du coup, ce qui prime au début, c'est déjà l'organisation par rapport à nos projets ou nos missions avec les clients. Et donc, du coup, c'est ça qui va faire un peu le cœur de notre organisation. C'est avant tout l'organisation un peu mission. Et donc là, ça peut prendre plein de formes différentes. Pour certaines personnes, ça va être vraiment du coaching un peu de nos clients. Donc, on va travailler avant tout en individuel. Parfois, ça va être des programmes un petit peu plus conséquents, un petit peu plus lourds. On peut avoir 3, 4, 5 personnes qui vont du coup constituer une équipe projet. J'y reviendrai encore pas mal, avec une répartition un peu des tâches qui est vraiment spécifique aux forces et aux faiblesses de chacun dans l'entreprise, qui va peut-être un peu au-delà de la catégorisation un peu classique, chef de projet, consultant, etc., partenaire. Là, c'est beaucoup plus, quels sont les OKR qu'on se fixe sur la mission et comment on se distribue un peu les tâches pour atteindre ces résultats clés-là de la manière la plus efficace possible. Et c'est ça qui dicte un peu les périmètres de responsabilité sur la mission. Et ça peut vraiment varier d'une mission à une autre, d'un projet à un autre. Donc ça, c'est l'organisation, on va dire, projet et mission. C'est de la façon dont on travaille, on va dire, 70 à 80% du temps, puisque ça correspond à 70 à 80% de notre agenda. Donc c'est pour ça que je veux commencer par là, parce que c'est ça le plus significatif. Après, il y a d'autres mécanismes un peu organisationnels pour les fonctions un peu de pilotage de l'entreprise qu'on retrouve très classiquement sur la partie pilotage, financier, BP, people, qui m'intéresse tout particulièrement, la côté plus RH, sales, etc. On est organisé selon des principes tirés de l'holacratie. Donc, on ne va pas complètement appliquer les principes de l'holacratie en intégralité. On en a retiré certains principes. Nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la répartition en cercles. Ouais. Avec, au sein de ces cercles, encore une fois, on s'appuie beaucoup sur ces mécanismes d'OKR, mais c'est central. On se crée un squelette un peu de résultats clés à atteindre. Et donc, du coup, on se répartit ces résultats-là sans forcément prendre en compte le niveau de seniorité, où du coup on peut avoir, selon les forces et les faiblesses de chacun, des gens qui viennent d'arriver chez Steam, qui prennent des gros KR à atteindre, parce qu'ils sont forts là-dessus. Donc, oui, du coup, ils ont de l'expérience. Exactement, on aurait tort de s'en priver. Et donc du coup, on fonctionne en cercle, qui ont beaucoup d'autonomie. Donc on a des OKR qui sont fixés en début d'année, et après les moyens sont libres pour atteindre ces résultats-là. C'est ce qui crée pour moi la créativité et un peu l'audace aussi dans la manière d'atteindre ces objectifs, qui rend le travail assez cool chez Steam, selon moi, parce qu'on n'a pas de levier préidentifié qu'on doit juste déployer. On est libre d'atteindre les OKR comme on veut. Et c'est pour ça qu'on s'attache un peu et qu'on capitalise sur le génie de chacun. Donc, on a ces cercles. Souvent, il y a 2 ou 3 personnes dans ces cercles qui se répartissent un petit peu le travail. Et puis, on a un dernier organe de gouvernance qui est assez important, qui est ce qu'on appelle le lead pack, qui correspond peu ou prou à ce qu'on pourrait retrouver dans un CODIR, plus classiquement. On a les différents responsables de cercle qui sont là pour arbitrer sur des sujets qui sont transverses pour l'entreprise, ce qui est encore une fois assez classique. La seule chose que je trouve intéressante dans ce lead pack, c'est le fait qu'on prend toutes les décisions en gouvernance partagée au sein de cette instance-là.
Et donc, du coup, ça correspond bien à l'ADN de Steam. On essaie de trouver un peu le juste milieu entre l'intelligence collective d'une part et le sentiment de responsabilité, l'ownership, si je peux faire un anglicisme, d'autre part. Et on essaie toujours de trouver la juste limite où chaque responsable de cercle vient porter une décision, la recommande en fonction d'un certain nombre d'arguments, mais c'est bien avec l'intelligence collective un peu des différents responsables de cercle qu'on prend la décision d'y aller ou pas en tant qu'entreprise. Je pense que c'est fondamental en plus pour nous parce qu'on a une boîte qui est jeune. La moyenne d'âge est plutôt basse chez Steam. On est aux alentours de 29 ans. Donc ça veut dire que les responsables de cercle en question dont je fais partie sont assez jeunes aussi. Donc n'ont pas forcément une expérience démesurée sur un certain nombre de sujets. Donc il est assez vital de s'appuyer sur l'intelligence collective pour prendre des décisions les plus sages et les plus robustes possibles, parce qu'on ne peut pas non plus s'appuyer sur des dizaines d'années d'expérience sur certains sujets pour être sûr qu'on est en train de prendre la bonne décision. Donc voilà, c'est cet équilibre-là qu'on essaie à chaque fois de trouver au plus haut niveau dans l'entreprise, donc au sein du lead pack avec cette gouvernance partagée, au sein des cercles avec du coup un fonctionnement qui est très horizontal dans le cercle, encore une fois pour s'appuyer sur les forces et les faiblesses de chacun, au-delà de la notion de hiérarchie ou d'ancienneté, parce que vu qu'on est jeune, encore une fois, au pire, il y a 2 ou 3 années de différence entre les personnes dans un cercle. Enfin bon, on ne peut pas dire que ça crée un écart de vision fondamentale. Donc du coup, voilà, à chaque niveau de l'entreprise, on essaye à chaque fois de s'appuyer sur quelles sont les forces de chacun, comment on se répartit du coup les différents résultats clés à atteindre et comment du coup on crée les plus grandes sphères d'autonomie, de liberté et aussi de créativité, parce que c'est un peu dans l'ADN de notre boîte, pour atteindre ces résultats-là avec les zones de génie de chacun, quoi. Alors justement, tu me fais une super transition, c'est que je voulais te poser cette question de comment vous dites que telle personne a telle force ou a telle faiblesse avant finalement de prendre ses décisions en fonction de ça. Alors c'est une très bonne question. Moi, il y a 1 an et des poussières, j'ai mis en place ce qu'on a appelé de manière très sobre la Key Player Academy chez Steam. Bon, on aime bien les anglicismes, on a cette maladie-là de la Startup Nation malheureusement. Key Player Academy. Non, l'objectif c'était de se dire comment en fait on fait en sorte que Steam soit le terrain de jeu pour former les joueurs clés de la transition environnementale et le meilleur endroit où travailler pour devenir ce joueur clé-là. Et donc, du coup, on a formalisé un certain nombre un peu un référentiel de compétences, mais un certain nombre de forces. On se dit, un joueur clé à la transition environnementale, il sait inventer des systèmes, des objets, des services nouveaux. Il sait aussi fédérer autour de lui des parties prenantes pour leur donner l'énergie, la motivation, gérer leur peur aussi pour s'engager sur des modèles de société, des modèles d'entreprise, des modèles d'affaires très nouveaux. Il a aussi des capacités de management et de pilotage de l'entreprise qui font la part belle à l'authenticité, l'humain, la vulnérabilité, et c'est des compétences qui seront aussi nécessaires pour le monde d'après. Et donc, du coup, on a formalisé 6-7 dimensions un peu clés, où du coup, on travaille, c'est vraiment un outil où on travaille en coaching individuel et dans les relations de management pour chaque steamer. Bon, quelles sont les zones de génie naturelles de la personne? On les identifie avec elle. Et donc, du coup, ça vient un peu caractériser le côté... ça, c'est les forces naturelles, on peut s'appuyer dessus à fond. Et quelles sont du coup les zones de travail qu'on vient accompagner sur 3 mois ou sur 6 mois et sur lesquelles la personne sera un peu plus en inconfort, mais en montée en compétences. Et donc, du coup, c'est ce référentiel-là et cette connaissance, encore une fois, on n'est pas nombreux, on est une vingtaine, qu'on a les uns des autres, de nos forces et de nos faiblesses, qui nous permettent de nous répartir un peu les rôles. Et ça se fait de manière très structurée sur certains gros programmes, sur certaines missions. Ça se fait aussi de manière beaucoup plus fluide au jour le jour, où sur un sujet donné, par exemple en vente, on va pouvoir se dire moi là-dessus, tu sais que c'est pas ma zone de confort absolue. Est-ce que tu peux pas passer une tête? Toi, tu es extrêmement fort pour synthétiser les éléments de manière claire et impactante. Moi, si je le fais, je m'embourbe. Est-ce que tu passes me donner un coup de main? Et on s'organise de cette façon-là. Donc, on a vraiment ce référentiel qui est un peu analytique, on va dire, sur les compétences clés du joueur clé de la transition environnementale. Et donc, du coup, on travaille sur la base de ce référentiel avec chaque steamer pour identifier ses forces et ses faiblesses. Et on se laisse très flexible sur cette clarification des forces et des faiblesses. Ça peut vraiment évoluer avec le temps. Il y a des gens qui arrivent chez Steam et qui pensent être très en inconfort ou en incompétence sur un sujet. En fait, ils se rendent compte au bout de 6-9 mois que ça demandait juste à éclore. Oui. Donc, du coup, on ne met pas une étiquette sur ces personnes-là, quoi. Justement, quand tu parles de force, tu parles plutôt de compétences ou plutôt d'aptitude, c'est-à-dire vraiment de choses très personnelles et internes? Il y a les deux. Comme je décrivais, il y a des choses qui sont plutôt liées aux hard skills, si on peut les nommer comme ça.
et donc du coup qui sont vraiment liés à certaines méthodes, certains outils vraiment orientés innovation de rupture qu'on peut manipuler. Et donc là, bon, c'est une vraie compétence, c'est un vrai savoir qui s'apprend, de toute façon qui ne s'apprend que très peu à l'école. Donc du coup, on forme les gens en interne pour monter sur ces compétences-là. Il y a des choses qui sont plus des aptitudes un peu plus globales sur, à savoir des façons d'être. On a beaucoup besoin de gens qui sont capables d'embarquer des collectifs chez Steam. Et donc, du coup, il y a une forme d'intelligence sociale, émotionnelle, et puis des parcours de vie qui font qu'il y a certaines personnes qui brillent naturellement dans ces sphères-là. Et puis, il y a d'autres personnes qui brillent pas forcément, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt ou qui ne trouvent pas forcément leur compte dans ce genre d'interaction. Et donc, du coup, c'est un peu moins des aptitudes. Donc, on a vraiment les deux. On a vraiment des compétences un peu hard. Et donc, ça, c'est notre circuit un peu de montée en compétences d'excellence, qui est souvent un peu le socle par lequel tout le monde passe, parce que c'est notre ADN et c'est nos différenciants en tant qu'entreprise. Puis après, il y a toute la partie soft skills, un peu aptitude, où ça correspond en fait à des missions, à des types de clients, à des types de modes opératoires avec nos clients qui sont très variables. Et là, on a une hétérogénéité qui est très forte chez Steam sur la manière de conduire les missions avec les clients en fonction de ces aptitudes-là. Et tu parlais donc de coaching en interne. Est-ce que vous coachez vos collaborateurs, enfin vous vous auto-coachez en fait les uns les autres? C'est comme ça que ça se passe? Ouais, tout à fait. En fait, on coach à la fois les collaborateurs et nos clients qu'on accompagne pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est manipuler des objets qui n'existent pas encore. Donc encore une fois, des produits, des services ou des organisations. C'est objet au sens un peu matheux du terme, on dira. Et donc du coup, vu que ça n'existe pas encore, ça fait très peur. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de risques. On a en interne, en tant que collaborateur et chez nos clients, des gens plutôt type bons élèves qui ont beaucoup de mal avec l'échec ou l'incertitude ou avec le fait de se dire qu'ils vont pas forcément y arriver à 100%. Et donc, du coup, il est fondamental pour nous d'accompagner en coaching la vulnérabilité, la capacité à accepter potentiellement l'échec, la capacité à rebondir après quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé, parce que c'est au cœur de ce qu'on fait. Vu qu'on développe et qu'on lance des objets qui n'existent pas encore, et ben en fait, ça va demander beaucoup d'itérations, on va pas mal se prendre les pieds dans le tapis sur le chemin, et ça fait partie du jeu. Donc, du coup, on forme les collaborateurs Steam à bien gérer ces phases de turbulence et ces phases un peu d'incertitude pour continuer à délivrer leur impact en sérénité, on va dire. Et on forme nos clients pour la même chose, parce que du coup, ils vont être de l'autre côté du bateau en les accompagnant sur le côté. Bon, tu vas avoir des peurs, ça va un peu zouker sur le chemin, mais c'est pas grave, c'est partie du processus et on t'accompagne aussi bien analytiquement en termes de méthode que émotionnellement sur le chemin pour que du coup, soit le plus serein possible là-dessus. Et du coup, si on se concentre sur les coachings en interne, c'est formalisé, c'est-à-dire tu te fais coacher à chaque fois que tu as fini une mission ou alors c'est tous les 15 jours? Enfin, est-ce que vous avez formalisé quelque chose? Oui, on a un formalisme où on va dire que la normale, encore une fois, chacun peut adapter après en fonction de ses appétences, mais la normale, c'est, on va dire, 1 heure de coaching toutes les 2 semaines entre un senior de l'entreprise et un plus junior dans l'entreprise. L'objectif est double. Le premier est celui que j'ai présenté sur travailler directement avec le steamer sur la gestion de ses émotions, la gestion aussi des outils qu'il peut mobiliser pour aller délivrer de l'impact et le faire en sérénité sur ses missions. Mais c'est aussi lui transmettre justement ces outils de coaching pour qu'il soit capable de le déployer lui aussi avec les futurs juniors qu'il encadrera et puis les clients. Et donc du coup, on se base sur pas mal de méthodes de coaching. Moi, j'ai été très séduit et impacté par les méthodes de coaching que j'ai notamment appris auprès d'un organisme qui s'appelle Toscane Accompagnement et qui travaille sur du coaching / développement personnel que je trouve très pertinent au vu des sujets qu'on manipule. Mais on est aussi héritier de plein d'autres méthodologies, y compris les OKRI, donc OKR, mécanisme classique, et I qui est là pour initiative et qui est vraiment un schéma de pensée pour se dire par rapport à l'objectif final que je me suis fixé et les KR qui correspondent à la sonde que je me suis posée à certains moments pour savoir si je suis sur la bonne dynamique, quelles sont les initiatives et le backlog d'actions que je dois prendre pour être sûr à 100% d'atteindre mes objectifs. Et donc, du coup, c'est vraiment cette logique-là qu'on a en coaching, assez inspiré du monde du sport de haut niveau, sur le côté, tu veux être un champion, tu veux atteindre ses objectifs, très bien. Quelles sont les actions que tu prends pour être sûr à 100% d'atteindre ces objectifs-là et comment je peux t'aider à être créatif sur les actions que tu es en train de prendre. C'est ça le rôle du coach. C'est pas créer la motivation, c'est pas créer l'objectif. Ça appartient au steamer et ça appartient à la personne qui a ses objectifs individuels et personnels. Son rôle, c'est vraiment d'être créatif avec lui sur mais est-ce que tu ne penses pas que prendre cette action, ça a plus de chances d'aboutir que celle que tu avais identifiée? C'est vraiment ce rôle-là. Alors, on avait déjà parlé de OKR dans nos 2 derniers épisodes avec Thomas Gibaud et avec Anne Le Sueur. Pour nos auditeurs, c'est quand même, à mon avis, important de se redire. C'est quoi pour vous OKR? Là, tu nous rajoutes le I. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition de ce que
ce que ça veut dire. Je vais donner la définition de comment on se l'est approprié chez Steam parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, au vu de notre métier et de notre activité, on adore penser très en rupture chez Steam et se donner du coup des objectifs très ambitieux, très loin, qui transforment complètement l'entreprise. On a fait des virages majeurs à certains moments dans notre histoire. Et donc, on peut avoir la tendance de toujours piloter par rapport à un moonshot, un truc qui est assez loin, en se disant, bon, dans 4 ans, on a changé le monde de cette manière-là. C'est très bien, c'est inspirant, mais ce n'est pas forcément ce qui permet de débloquer des actions à très court terme, cette vision-là. Et donc, du coup, pour moi, tout l'enjeu des OKR, c'est être capable de penser très ambitieux et loin, mais être capable de décliner ça en action à conduire ici et maintenant. Et donc, du coup, le O, c'est vraiment cette vision cible qui est là pour porter du sens pour les gens qui vont s'engager dessus et pour créer de l'excitation, de l'envie, de l'attractivité. Donc, le O pour donc, objectif. Le O pour objectif. Et puis après, il y a la partie KR qui est vraiment... Moi, je l'ai dit, mais je vois vraiment comme une sonde. Quels sont les résultats et donc, du coup, quels sont les points de passage clés par lesquels je dois passer si je veux être sur la bonne trajectoire pour atteindre mon objectif. Et donc, du coup, c'est ces résultats clés à atteindre, nous, souvent, qu'on décline à 3, 6 mois, 1 an, en gros, et qui permettent de passer à l'action. Puis à la fin, on a les I. Ça, pour moi, c'est super puissant parce que ça permet de mettre, on va dire, de l'intensité et de la fréquence sur ces sujets-là. Ça évite le pilotage un peu classique, type on fait le point au bout de 3 mois ou 6 mois et en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on était complètement à la dérive. Le I, lui, il est pensé un peu à la semaine ou au jour. C'est vraiment le côté quelles sont les actions que je prends tout de suite, là maintenant et où je suis sûr à 100% d'atteindre le KR que je me suis fixé. Et quand on fait ça, on a à peu près décliné tous les horizons de temps et normalement, on devrait être à peu près être cohérent entre toutes ces mailles temporelles-là, quoi. Donc, c'est bien une méthode inspirée des méthodes agiles qui s'appelle OKR, objectif, et Key Results, donc des résultats clés et qui permettent de venir mettre des actions temporelles, mesurables, etc., au service de cet objectif. Ouais, tout à fait. Et ce sur quoi j'insiste, c'est vraiment la notion de résultat clé. On pourrait penser que ça reprend un peu des jalons projets classiques. C'est pas du tout le cas parce que c'est vraiment des résultats. Il faut que ce soit objectivable. Et pour moi, c'est ça qui change tout par rapport à la gestion de projet, on va dire, plus traditionnelle. C'est qu'on ne va pas piloter le projet par rapport à un séquencement méthodologique. On va le piloter par rapport à un résultat. Et donc, au lieu de se dire, bon, en fait, pendant 3 mois, je fais une étude de faisabilité, puis je fais un business case, et après, au bout de 6 mois, je me dirais, est-ce que je suis en train de bien conduire mon projet parce que je suis dans la phase de test, qui serait en fait une vision qui est purement orientée moyen ou levier. Là, on est dans une vision qui est orientée résultat. On est vraiment en train de se dire, est-ce qu'au bout de 3 ou 6 mois, j'ai trouvé quelqu'un qui est prêt à m'acheter mon produit? Et ça, tous les moyens sont bons pour y arriver. Et c'est ça qui me paraît très important, notamment par rapport à ce qu'on apporte, parce qu'en fait, on décline aussi ces modèles OKR avec nos clients pour sortir de la gestion de projet traditionnelle. C'est en fait ne pas présager des moyens. Encore une fois, si on manipule des objets nouveaux, il ne faudra peut-être pas utiliser les processus ou les méthodes classiques de l'entreprise pour les délivrer. Et en fait, on se rend compte qu'on a souvent des chefs de projet face à nous qui sont habitués à déployer une méthode. Et donc, du coup, qui pilotent l'avancement par rapport à l'avancement de la méthodologie. C'est tout l'inverse qu'il faut faire, selon nous, sur ces sujets-là. On pilote que le résultat. Est-ce que je suis arrivé à trouver un nouveau produit qui fait 50% d'émissions de CO2 en moins? Est-ce que j'ai trouvé un marché qui représente au moins 5 millions par an? Je dis des âneries, mais juste pour... Et après, tous les moyens sont bons pour le faire. Et en fait, les actions qu'on va commencer à prendre la première semaine ressemblent probablement assez peu aux actions qu'on va prendre la deuxième, parce qu'on aura appris sur le chemin et on se rendra compte que c'était pas la bonne façon de faire. Donc du coup, pour moi, ce passage au résultat clé comme métrique de pilotage, c'est très important et c'est ça qui différencie fondamentalement de la gestion de projet classique. Je n'ai pas encore rebondi là-dessus, mais j'en ai très envie. Tu nous as pas mal parlé d'émotions, de vulnérabilité, d'humilité, etc., comme une force. T'en parles dans tes coachings, etc. C'est quoi en fait votre rapport à l'émotionnel? Tu différencies même l'analytique et l'émotionnel. C'est quoi votre rapport à ça, justement, par rapport à vos clients, par rapport à vos collaborateurs, etc. Quelle place il y a pour ça chez vous? Je dirais qu'il y a 2 dimensions pour répondre à ça. La première, elle est un peu philosophique, je pense, par rapport à ce qu'on veut faire de l'entreprise, où quand les 2 fondateurs ont fondé Steam, ils avaient vraiment comme objectif de faire une entreprise où ils aimeraient que leurs enfants travaillent. Et je pense que, alors, les mots de bienveillance, etc., sont très vite dévoyés, comme tous les mots qui tombent un peu dans le langage de l'entreprise assez rapidement. Mais je pense que l'étoile polaire, un peu de créer une entreprise, on peut être vraiment pleinement soi-même, en pleine humanité, c'est un peu un objectif en soi. Et je pense que ça, c'est très important chez nous, d'autant plus au vu du virage sur le sujet de transition environnementale qu'on a pu prendre assez récemment.
il y a un enjeu global au-delà des émissions de CO2 et tous ces éléments-là analytiques, qui est le rapport au vivant, qui est le rapport à la vie. Et donc, du coup, je pense que ça crée une valeur un peu cardinale pour Steam, qu'on le veuille ou non, où on veut pouvoir être pleinement authentique parce qu'on pense que c'est bête de passer une vie à pas l'être, dit simplement. Et donc, du coup, c'est un objectif en soi. La deuxième dimension qui fait que ça existe, du coup, ça s'incarne très fortement chez Steam, c'est parce qu'en fait, c'est un atout indispensable pour le métier qu'on fait. Encore une fois, vu qu'on crée des objets nouveaux, qu'on manipule des objets à très forte incertitude, si on n'est pas à l'aise avec sa propre vulnérabilité, en fait, on va se protéger de ça. Donc, du coup, on va faire des choses qui sont beaucoup plus sûres, beaucoup plus garanties, beaucoup plus certaines. Et donc, du coup, on va passer à côté de notre mission. Si on a peur de l'échec, si on ne sait pas vivre avec la frustration, nos peurs, la peur d'échouer, etc., et ben, en fait, on va se protéger en restant dans notre zone de compétence et de connaissance naturelle. Et donc, du coup, on est sûr à 100% de passer à côté de notre mission. Et c'est le cas pour nos clients aussi, et c'est ce qu'on leur amène. C'est qu'en fait, on leur dit, votre critère de performance ou votre métrique personnelle, c'est plus vos 100% de réussite. Absolument pas. C'est la fréquence à laquelle vous apprenez ou vous essayez de nouvelles choses pour créer le monde d'après, tout simplement. Si vous êtes à 100% de réussite, alors on est sûr que vous n'avez rien tenté de nouveau. Vous êtes resté dans votre zone. Donc en fait, ce rapport à l'émotionnel, il se loge ici. C'est la capacité à aller se mettre un peu en danger et la capacité à essayer des choses très nouvelles qui nous mettent en inconfort, en incompétence. Et si on ne travaille pas l'aspect émotionnel, on est sûr de ne pas pouvoir mener à bien notre mission. Donc pour moi, c'est vraiment là que se loge un peu le cœur du sujet. J'ai une conviction qui est plus personnelle derrière, qui est que notre génie un peu individuel et personnel, il s'exprime qu'au moment où on fait pleinement alliance avec soi-même. Donc qui on est, nos forces, nos faiblesses, nos peurs, nos envies. Et quand on est pleinement en alliance avec ça, pour moi, c'est là qu'il y a un peu la flamme qui se déclenche et c'est là qu'on a vraiment nos zones de brillance, nos zones de génie qui se révèlent. Et encore une fois, au vu de notre activité, mais en fait, ça se retrouve dans toutes les entreprises, si on ne déclenche pas ces zones un peu de génie, ces zones de flow, ben en fait, on passe à côté de 50% de l'impact de la boîte. Donc, on fait le pari de beaucoup travailler cet aspect émotionnel pour que les gens ne prennent pas un masque, prennent pas une armure quand ils viennent au travail, soient pleinement eux-mêmes, en pleine authenticité. Et c'est là que leur soif de génie, de liberté va s'exprimer. C'est là qu'ils vont être créatifs. C'est là qu'ils vont pouvoir délivrer le maximum d'impact. Je ne sais pas si bouger des montagnes est le bon terme, mais en tout cas, délivrer le maximum d'impact, quoi. Si on va dans du très concret en termes d'exemple par rapport à la gestion des émotions, la façon dont vous allez vers ça, par exemple, coacher un client sur la façon dont il va avoir peur de lancer un projet très incertain de ce que vous avez l'air de pouvoir proposer. Est-ce que ça fait partie complètement de votre accompagnement d'aller sur ce genre de choses, d'aller sur la peur, etc. C'est ça que tu veux dire par là ? Complètement. Ça veut dire qu'avec un client qu'on accompagne sur nos points de pilotage ou nos réunions, nos sessions de travail, en fait, on aura toujours deux types de questions. On aura les questions plus de niveau 1 analytique qui est est-ce que tu penses que ça va marcher, Oui. comment faut s'y prendre, etc. Et puis, il y a la deuxième salve de questions qui vient tout de suite après qui est bon, ça te fait ressentir quoi, là, ce qu'on est en train de se dire ? Très excitant, ça fait peur, tu doutes un peu, qu'est-ce qui se joue pour toi derrière ? Et puis là, on va commencer à creuser. Bah, ce truc-là, par rapport à Didier, je le sens pas, je pense qu'il va nous dire que c'est pas une bonne idée, etc. Ah, ok, qu'est-ce qui se joue pour toi par rapport à Didier, là ? C'est important qu'il y ait l'aval ou pas ? Et en fait, on va aller creuser des choses derrière qui vont être les vrais points de blocage, en fait. Et souvent, on retrouve un pattern qui est assez classique, encore une fois, aussi bien chez les steamers que chez les clients. Enfin, le miroir, il Bien est complet, sûr. hein. Mais sur le besoin de validation, le besoin de reconnaissance, encore une fois, la peur de l'échec et de l'affichage de l'échec. Et en fait, on a besoin d'aller travailler ces sujets-là pour remplacer le « j'ai peur qu'à un moment, on me reproche ce truc-là » ou qu'en fait, les gens se rendent compte que je suis en incompétence ou que je ne suis pas légitime par « en fait, si je ne fais pas ce truc-là, je ne fais pas honneur à la flamme qui est en train de naître chez moi sur ce sujet-là. En fait, je préfère prioriser ça plutôt qu'autre chose. » Donc en fait, c'est vraiment des questions, et encore une fois, on pourrait rentrer plus dans le détail, mais moi, j'identifie 3 niveaux sur lesquels on peut travailler un coaching. Il y a la tête, on en a parlé, le rationnel, l'analytique, et parfois, les sujets se logent là, et donc du coup, on n'a pas besoin d'aller ailleurs, c'est là que se situe le coaching. Puis il y a 2 autres niveaux qui me paraissent être intéressants. Le cœur, donc les émotions, ce qui se joue, y compris les peurs. Et puis le 3e niveau, c'est plus ce qu'on appelle les tripes, mais donc du coup, c'est plus ces valeurs profondes. C'est la boussole un peu intérieure. Et donc du coup, si en fait le blocage se trouve là, bon, en fait, passer du temps sur l'analytique et sur les émotions, ça sert à rien. En fait, on ne travaille pas du tout le bon plan. Et donc du coup, on est en train de perdre
du temps, des ressources, et on est en train de peut-être créer un conflit, alors que le vrai sujet, il est en termes de valeur. Et ça arrive beaucoup sur nos sujets. Quand on travaille, par exemple, avec la RATP et qu'avec des grands directeurs, on leur dit ça serait intéressant de travailler sur l'immobilité, donc comment annuler le besoin de mobilité des gens plutôt que de produire encore des moyens de transport. Il y a des choses en termes de valeur qui se jouent derrière, et c'est bien normal. Mais donc, du coup, en fait, le jeu n'est pas du tout d'aller regarder comment on peut affiner des BP ou que sais-je. Ça ne se situe pas du tout là. En fait, il faut avoir une discussion qui est beaucoup plus profonde sur mais quelle valeur ça a, quel sens ça peut avoir pour vous, et pourquoi vous pouvez avoir envie de cet héritage-là que vous pouvez léguer dans votre entreprise. Oui, on est sur une vision sociétale, presque politique, et là, c'est encore autre chose. Ouais. Exactement. Donc, pour moi, c'est intéressant de toujours avoir ce prisme sur les 3 niveaux en tête, pour pas en fait déployer plein de moyens et plein d'énergie là où ne se situe pas le vrai point de blocage chez un client ou chez une organisation, parce qu'en fait, ça marche aussi à la maille collective, ces 3 niveaux-là, analytique, émotionnel et plus en termes de valeur profonde. Ouais. Là, c'est peut-être une question qui est un peu plus large dans ta vision à toi, Louis. Tu disais tout à l'heure, notre génie individuel, il est plus présent quand on est vraiment en alliance avec soi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se dit « Bon, alors moi, j'ai envie d'être plus en alliance avec moi-même parce que j'ai envie d'aller vers ma zone de génie ». Tout le monde rêve de ça, finalement. Toi, tu donnerais quoi personnellement comme conseil pour aller de plus en plus vers ça ? Alors, c'est effectivement une vaste question. Oui, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses derrière. Moi, le mot qui me parle le plus, il y a 2 choses qui me parlent très fort là-dessus, c'est faire alliance avec soi-même et c'est identifier les parts de soi. Moi, ça m'a beaucoup simplifié la vie, cette histoire de part de soi, qui évite en fait de se donner une étiquette unique à certains moments. Je pense qu'identifier les parts de soi, il y a des parts de soi qui ont envie de certaines choses, il y a des parts de soi qui ont peur de cette même chose. Et en fait, c'est toutes ces parts de soi qui existent, qui coexistent en même temps. Et c'est en fait d'accepter chacune des parts. Pour moi, face à une situation, par exemple, qui peut être angoissante ou qui peut mettre dans une situation un petit peu de peur, c'est accepter les 2 parts de soi. La part qui a envie, qui est très excitée par ce qui peut se produire, qui a envie de surmonter le défi, que sais-je, qui a envie de gloire, de prestige, de statut. On s'en fiche, elle est là et il faut l'accepter. Et puis la part qui a peur, il faut l'accepter aussi parce que c'est un besoin qui s'exprime derrière, elle veut protéger de quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment arriver à faire alliance avec ces 2 parts. Pas du tout se faire violence et bulldozer une partie quand on a mal au ventre là, et qu'on est stressé, se dire « Oh, ouais, c'est bon, faut pas que je sois stressé, ça suffit, je suis un grand garçon, etc. » Non, pas du tout. C'est accepter cette part-là. Ok, j'entends cette peur, j'entends de quoi tu veux me protéger, mais en même temps, j'ai aussi une part de moi qui a quand même très envie d'y aller sur ce truc-là. Et donc, du coup, c'est vraiment accepter les 2 et voir de quoi chaque partie a besoin. Moi, je le figure vraiment comme ça. Hein. Je les vois tous un peu là, comme ça au gouvernail. Et se dire, bon, bah, ma peur, elle a besoin de ça. Qu'est-ce que je peux lui accorder pour qu'elle soit un peu plus en sérénité et que du coup, elle ne vole pas le gouvernail à la part qui a très envie de le faire et qui a envie de lâcher un peu les chevaux. Donc ça, pour moi, ces 2 concepts-là, de faire alliance avec soi-même et d'identifier les parts de soi pour pas juste se dire, non, mais moi, je suis une personne qui a peur de ça. Non, faux. Il y a une part de toi qui a peur, il y a une part de toi qui a probablement très envie de le faire. Et donc, du coup, il faut que tu fasses alliance avec les deux zones. Quoi. Oui, il y a une part de toi qui en a envie et une part de toi qui te protège de ça parce que ceci, cela, etc. Exactement. Et moi, le deuxième conseil que je donnerais, c'est demander aux gens autour de nous ce qu'ils perçoivent de nous. C'est un exercice qui n'est pas facile. On est parfois dans des sociétés ou dans des cercles où en fait la vulnérabilité ou le compliment en fait c'est pas si courant que ça dans les interactions et en fait on est frappé, je l'ai fait et beaucoup de gens autour de moi l'ont fait, on est frappé des choses qui ressortent, en fait des choses qu'on pensait être plutôt des faiblesses, des défauts ou des attributs un peu à gommer, en fait ça ressort complètement comme des forces ou comme des choses touchante chez les personnes qui nous fréquentent. Et donc, du coup, ça aide aussi à faire alliance. Moi, je vais prendre un exemple qui est extrêmement simple personnellement. J'ai une part d'enfant chez moi qui est restée très forte. Et donc, du coup, le jeu est très important pour moi, sous toutes ses formes. Le jeu de société, parfois encore malheureusement un peu les jeux vidéo, d'autres formes de jeux très sociaux, en soirée, j'adore faire des jeux, etc. Ouais. Très bien. Et je voyais vraiment ça comme un reliquat de mon enfance que je devais gommer un peu avec le passage à l'âge adulte. Et donc, du coup, c'était une source de complexe assez fort à certains moments, notamment dans le monde professionnel, où je me disais, bon, Louis, maintenant, tu touches un chèque à la fin du mois, il faut être sérieux, c'est plus le moment de jouer. En fait, c'est tout l'inverse. Là, mes clients me le disent, mes collègues me le disent. C'est aussi mon envie de rendre la chose ludique au travail qui fait que je peux avoir beaucoup d'impact dans mes missions. Parce qu'un sujet qui est compliqué, où il y a des enjeux de base, où il peut y avoir des peurs, et ben moi, j'ai envie d'y mettre de la bonne humeur, du ludique, légèreté, exactement, des mécanismes un peu qui rendent l'expérience sympa.
Et donc, du coup, en fait, c'est une force. Et ce truc-là, c'est parce que moi, on me l'a renvoyé. C'était un truc que je voulais invisibiliser. Et en fait, les gens m'ont dit, non, mais en fait, tu ne trompes personne, on le voit bien, ce truc-là. Et c'est trop chouette, en fait. Et c'est une vraie force. Et donc, du coup, pour moi, pour des gens qui voudraient justement un peu libérer la bête et se dire, j'ai envie de trouver cette zone de génie, demandez autour de vous ce qui transparaît de vous, quelles sont les valeurs que vous portez, qui s'incarnent dans vos interactions. Qu'est-ce qui fait que c'est agréable, en fait, de travailler ou de passer du temps avec vous? Et je pense qu'à certains moments, vous allez être surpris à quel point c'est vrai, premièrement, à quel point ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent, donc il doit y avoir un fondement de vérité quand même derrière, Léger. et à quel point c'est libérateur quand on fait, encore une fois, on fait la paix avec cette partie-là, qui a juste envie de s'exprimer et d'être reconnue à sa juste valeur, quoi. Et peut-être moi je rajouterais que faire la paix avec toutes ces parties-là, c'est un processus. Ça se décrète pas, c'est long et il y a des retours en arrière, il y a des avancées et que c'est comme ça va être un processus tout au long de la vie, mais par contre, il faut s'y mettre quoi, pour démarrer et puis y aller. C'est extrêmement vrai. Je trouve que ça se sent physiquement en fait quand on le perd. Il y a ce truc, un peu cette tension qui réapparaît dans le corps. On sent qu'il n'y a plus d'alignement. Et c'est pour ça que je dis encore, le meilleur levier que j'ai moi dans ces moments-là, c'est vraiment l'interaction avec les autres. C'est vraiment via les autres que les parties de moi se révèlent à moi-même, si je peux être un peu conceptuel sur le sujet. Mais c'est en fait quand on arrive à tisser ces liens-là et qu'on a ces bons ponts qui existent avec ses proches, etc., en disant j'ai besoin que tu me redises un peu où j'en suis en ce moment parce que je suis un peu perdu. Et ben là, il y a plein de choses qui ressortent et moi, ça m'aide à me réaligner dans ces moments-là. Mais tu as raison, c'est le chemin d'une vie, probablement. Oui. C'est pas un truc qui passe, quoi. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un déclic à un moment donné chez Steam, puisque ça existe depuis 9 ans, sur le management, sur la façon dont on gère les relations humaines en interne? Est-ce qu'il y a eu un changement, un déclic, par exemple sur le sujet des émotions? Oui, en fait, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais il y a un miroir complet entre la façon dont on interagit en interne et la façon dont on interagit avec nos clients. Bien sûr. Et en fait, au bout de quelques années d'existence chez Steam, il y a un mythe qui est un peu tombé, quoi, qui est qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne idée ou d'avoir craqué intellectuellement un sujet pour que ce soit résolu, loin de là, loin s'en faut. Et en fait, de la même façon qu'avec les clients, justement, on a commencé à déployer ces accompagnements, ces coachings sur la partie émotionnelle, on a commencé à le faire en interne parce qu'en fait, il suffisait pas d'être malin sur un sujet et de se dire, en fait, c'est très simple. Tu as juste à ne pas avoir peur du regard des autres et à proposer ce truc-là. Oui, bon, spoiler alert, ça ne marche pas. S'il suffisait de le dire, ça se saurait. Et donc, du coup, il y a vraiment eu ce déclic de, en fait, si on continue sur cette trajectoire-là, on va faire une bonne boîte d'ingénieurs là, bien pragmatique, mais qui passe à côté de son sujet et qui n'aura pas d'impact sur le monde parce qu'en fait, il y a 50% du sujet et de l'humanité qui n'est pas traité dans ce qu'on fait. Et donc, du coup, c'est vraiment ce déclic qu'il y a eu, je dirais, il y a 5-6 ans, en se disant, en fait, notre rôle, c'est aussi bien de trouver des solutions pour nos clients que de nous les accompagner sur le déploiement de ces solutions qui vont faire très peur et qui vont remettre plein de choses en cause sur le chemin. Et donc, du coup, on le fait pour nos clients et pour les gens en interne. Ça veut dire qu'en termes de management, en fait, ce suivi de l'émotion des steamers, de comment en fait, ils se retrouvent sur l'équilibre, excitation parce que c'est très nouveau et que ça me fait monter en compétence, versus je suis en panique complète parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire la semaine prochaine et de comment je vais m'y prendre pour y arriver. Et en fait, à chaque fois, on a beaucoup de sessions un peu de coaching et puis d'interactions au jour le jour pour venir scanner ces éléments-là et essayer de retrouver de la sérénité, quoi. Encore une fois, souvent, le maître mot, c'est faire alliance avec soi-même. C'est se dire, OK, comment tu acceptes cette peur-là et de quoi tu as besoin là, dans les jours qui viennent pour que la peur qu'elle traduit, elle trouve une réponse, quoi. Tu dirais qu'il y a eu un événement particulier qui vous a fait aller sur le chemin des émotions? Je pense qu'il y a eu un enchaînement, un moment encore une fois, je pars toujours des clients parce qu'en fait, c'est notre impact, donc c'est toujours ce qui nous obsède, on va dire. Il y a eu un enchaînement de 2 ou 3 missions. En fait, on avait fait des choses que je trouve très pertinentes et qui avaient énormément de potentiel pour vraiment changer la face de certaines industries et qu'on finit, comme tout bon deck de consultants, qu'on finit par caler un frigo, quoi, à un endroit. Et ça, du coup, ça a été une frustration hallucinante et ça a été la preuve par A plus B qu'il ne suffisait pas d'avoir les bonnes idées. Parce que les bonnes idées, là, on y croyait à fond. On était vraiment... Non, mais s'ils font ça, ça change l'avenir de cette filière-là. Et ça n'a pas été fait. Et pour plein de bonnes raisons, mais qui ne sont pas analytiques. Et donc, du coup, c'est le moment où vraiment on s'est un peu regardé, on s'est dit, là, on est devant le fait accompli. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que ça, on déclenche. Oui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cet accompagnement-là, quoi. Exactement. Et en fait, ça correspondait aussi à une époque où, pour pas mal de personnes chez Steam,
Il y avait pas mal de prise de conscience aussi d'un point de vue développement personnel. Et en fait, ça n'a pas été si compliqué de faire le lien entre les deux en se disant, ce qui limite tout ça, in fine, c'est un peu les peurs, c'est un peu les croyances qu'il peut y avoir autour de certains sujets. Faut qu'on l'adresse au même niveau. Et en plus, c'était assez excitant pour nous. On aime bien les trucs un peu nouveaux, les méthodes aussi, les outils un peu originaux. Et donc, du coup, on se disait, on peut complémenter les méthodes très ingénieurs, très analytiques qu'on peut avoir avec des trucs qui sont beaucoup plus social. Trop bien. En plus, on élargit notre panel. On sera des humains plus épanouis si on manipule les deux, quoi. Louis, t'aimerais entendre qui à ce micro ? Quand tu m'as posé la question, là, j'ai très vite pensé à Nicolas Aignon, qui est du coup une personne qui travaille vraiment sur ces sujets de développement personnel appliqués dans le monde de l'entreprise. Pendant ce podcast, là, j'ai utilisé l'expression de libérer la bête, qui n'est pas anodin, parce que c'est quelque chose dans lequel lui croit beaucoup. Et je crois beaucoup, il base beaucoup de ses approches, de ses recommandations sur le fait de faire complètement justement alliance avec sa vulnérabilité pour aller chercher de l'impact. C'est parce qu'en fait, on est à l'aise avec ce qui nous fait peur, qu'on peut le partager aussi avec la personne en face et s'autoriser à aller chercher des ambitions qui sont très très élevées. Et en fait, notamment sur les parties un peu plus de vente, qui sont souvent les choses qui font très très peur, notamment à une boîte d'ingénieurs. Et donc du coup, avec plein de croyances limitantes qu'on pouvait avoir sur le sujet, vendeur de tapis, machin, etc. En fait, moi, j'ai vécu une vraie transformation individuelle et on a vécu une vraie transformation collective sur notre vision de ce sujet-là grâce à lui, en toute humanité, où c'est vraiment justement cette authenticité, cette vulnérabilité qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même qui fait qu'on s'autorise à se mettre en danger parce qu'on croit profondément en ce qu'on fait et qu'on se dit que si on ne va pas contacter les personnes qui ont besoin de ce qu'on fait, on passe à côté de notre métier et on fait alliance avec nos petites voix, nos petites peurs sur le chemin et puis on s'autorise à aller chercher loin et à aller accomplir ce qui sommeille en nous, quoi. Donc je le recommande assez chaudement. Et puis de toute façon, c'est fascinant de parler avec Nicolas, donc c'est jamais des discussions de perdu. Ce serait quoi votre rêve chez Steam en termes de justement d'humain, de développement personnel, de façon de faire des relations chez vous ? Ce serait quoi votre rêve d'après ? Moi, il y a vraiment cet enjeu de taille qu'il faut que l'on atteigne pour qu'on puisse vraiment se permettre de capitaliser sur les forces et les faiblesses de tout le monde. J'entends par là que, vu qu'on est 20 aujourd'hui, en fait, on ne peut pas avoir 4 ou 5 métiers différents. Donc, on a quand même un socle un peu de compétences un peu uniforme qu'il faut forcément avoir. Et donc, du coup, il y a encore des profils qu'on n'est pas capable d'intégrer chez Steam. Des profils qui ne sont pas forcément tentés ou qui n'ont pas forcément d'appétence sur cette partie très analytique qu'on peut avoir sur certains sujets, etc. Et moi, mon rêve, c'est qu'à un moment chez Steam, on soit vraiment capable de faire les Avengers de la transition, quoi, et que du coup, des personnes qui n'ont absolument pas cet ADN ingénieur, analytique, mais qui ont énormément de choses à revendre sur la capacité à embarquer des collectifs, à créer de la passion, à créer de l'envie, on soit capable de complètement les intégrer chez Steam et à capitaliser sur ces forces-là. Et je crois vraiment qu'on peut arriver à le faire, mais il faut juste qu'on atteigne une taille où en fait on a l'échelle pour pouvoir faire levier sur toutes ces aptitudes-là, quoi. Donc pour l'instant, vous recherchez plutôt des marchés avant de rechercher des gens, alors ? Ou vous recherchez plutôt des profils ou des marchés ? On recherche les deux parce que de toute façon, vu qu'on est petit, à chaque marché qu'on ouvre, on prend des gens en face. Donc du coup, les deux sont liés. En fait, on cherche les gros sujets, ceux qui changent un peu la vie de l'entreprise aussi, et on est en train de les trouver, des vrais gros programmes où on transforme une industrie du début à la fin. Et si on a ça, en fait, on peut faire monter tout le monde à bord. Parce que ça y est, on a toute la chaîne de valeur, et donc du coup, tout le monde peut avoir un impact conséquent, quoi. Vraiment, un grand merci Louis pour ces échanges. Je suis tellement ravie d'avoir eu cette conversation avec toi qui mêle en fait la plupart de mes passions, c'est-à-dire les gouvernances, le management, mais aussi le développement perso, la psychologie. Tu ouvres une petite brèche dans mon podcast, enfin une grande brèche en fait, pour aller justement aussi vers ce genre de sujet du développement perso en entreprise. Et merci de l'avoir amené avec toute ton humanité qui m'a vraiment touchée pendant cette interview. Alors, un grand merci à toi. Merci beaucoup, c'était un très très bon moment pour moi aussi. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!